Bonjour tout le monde, je m'appelle Alexis, je suis italien, mais je vis depuis 8 ans et demi à Genève, où j'ai eu la chance de faire cette post-là avec le professeur, puis d'avoir un master en esthétique dentaire, et je vais faire un master en conservatoire et en spécialité endo-dentaire. Puis, là-bas, j'ai eu la chance d'aller 2 fois aux États-Unis, chez lui, c'est Pascal Mann, et maintenant, lui, il est le directeur du milieu d'esthétique à USC, l'Université de South California, et là-bas, j'ai fait un projet de recherche. Faire des sorties pour un truc énorme sur des nouveaux typologies de facettes, moquées céramiques, moquées composites, c'est une technique un peu particulière qui d'après là, c'est-à-dire 7 ans, j'ai fait sur une passion. Bon, ça c'est juste pour dire qui je suis. C'est-à-dire rien, mais j'ai fait pour ça. Alors, ça, c'est un peu une introduction que j'ai fait dernièrement, toujours. C'est une petite guerre contre le show qu'il y a toujours dans les congrès, dans les conférences, dans tout le monde, que personnellement je déteste. C'est-à-dire que moi je crois que nous on est des médecins dentistes et on doit rester des médecins dentistes. Ceux qui font des films, c'est autre chose. Moi, je crois que si on perd 4-6 heures pour faire 3 onglets et 1000 photos, ce n'est pas notre profession. Notre profession, c'est faire de la clinique, travailler bien sur le patient, faire quelque chose qui ça va aider le patient. Et ça, c'est pour. Donc, c'est quelle la différence entre les deux? Vous connaissez, c'est quoi ça? À gauche, département. Alors, à gauche, c'est un film sauver les soldats iraniens, et l'autre, c'est le vrai débarquement des militaires à Normandie, pendant la guerre. La différence, c'est que là, c'est un joli film, bien fait, mais c'est fiction, c'est pas vrai. C'est tout parfait, c'est magnifique, c'est tout bien calculé dans les particuliers. L'autre, c'est la réalité. Même chose, non? Là, c'est bien. Là, sont des vrais morts. C'est ce ici? La grande. J'ai là, mais j'ai assez dans le Ok, tout ça pour dire que ça, c'est notre clinique de tous les jours. Les photos que vous verrez sont les photos que moi j'ai fait sur mes patients. J'ai fait photos sur tous mes patients. Donc, sont toutes documentées, mais sont faites de cette manière. Les patients, c'est sur tout l'œil. Moi, j'ai appuyé les loupes, je prends la machine, avec la photo, je fais la photo, et je me remets à travailler. Okay? Donc, c'est ça que j'ai fait pendant mon travail. Je ne vais pas perdre trop de temps chaque jour sur mes patients. Je perds du temps, mais je veux qu'il soit correct. C'est ma profession. S'il y a un petit boule de salive, un petit boule de sang sur la côté, je ne me casse pas la tête. C'est ma profession. Okay? Et c'est ça. Il y a des morts. Là, c'est fiction. Alors, j'avais tout ça pour cette année, jusqu'à juin de l'année passée. Et je trouve que ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct parce que c'est terrible pour les collègues au congrès qui pensent d'être des cons, excusez-moi le nom, à la fin du congrès, parce qu'ils disent « moi je n'arriverai jamais à faire ça, parce que c'est impossible, c'est magnifique ». Moi je disais la même chose avant d'aller à Genève. Maintenant, je sais que ça s'appelle fiction. Voilà, toujours la même chose. Bon, alors, on a deux choses dans notre vie professionnelle, je crois. L'autoroute
que c'est tout ça que nos enseignants nous ont donné, les choses correctes, les choses qu'on cherche d'apprendre pour faire notre profession. Et puis, il y a les chemins dans la montagne, c'est-à-dire quelque chose de nouveau qu'on va apprendre parce qu'on est un peu fou, certaines fois, on décide de se lancer dans des choses nouvelles qu'on ne connaît pas, à la recherche de faire toujours de mieux, mais on ne sait pas si on arrive ou pas. Donc, l'idée de cette petite présentation, c'est de faire des choses de base, c'est-à-dire l'autoroute, et ce sont les choses que je vais représenter tout de suite. Professeur Bernard m'a demandé ça. Et l'autre sont les choses que j'ai fait chaque jour dans mon activité. Donc, j'ai laissé l'autoroute dernièrement pour prendre le chemin dehors vers la montagne. Et honnêtement, moi je préfère le chemin vers la montagne. Pas seulement parce que j'habite en Suisse. Ok, on parle de l'autoroute. Donc, ces deux garçons-là, l'une à gauche, c'est ici, et l'autre, c'était mon prof dans la division de synthèse. Bref, les deux sont l'histoire d'une plante prothétique à Genève. Ils sont là qui ont donné les bases de tout ça qui, à Genève et dans tous les cantons romands, les cantons de langue française, la plupart des gens le font. Donc, là, c'est. Je pense que vous avez déjà bien expliqué qu'est-ce que c'est un plan. On ne s'arrête pas sur les définitions. Là, c'est de l'historique. Ça, c'est une chose, vous connaissez déjà tout, la partie plutôt de l'implant du corps en tant que tel. Donc, ça, c'est une sorte de planification que normalement il faut faire, c'est-à-dire demander aux patients quels sont son objectif et donc créer les objectifs de notre traitement, une anamnèse sur les patients, les examens radiologiques qu'on va faire, après on va voir son cas, l'examen clinique qu'il va les montages diagnostiques, moi je fais toujours des modèles d'études que je vais monter un articulateur pour faire ça, pour faire les plans de traitement, que c'est là. Tout ça, il nous donne l'idée pour créer notre plan de traitement et toute la séquence qu'il faut. Si vous savez déjà tout, vous me dites, moi je viens avant. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. D'accord? La phase chirurgicale, les indications. Chirurgicale? Oui. Qu'est-ce que ça? Non, mais tout ça, c'est. Vous me dites, si vous savez déjà tout. De la reconstruction, chef. De l'indication et de la reconstruction. Qu'est-ce que ça? Je l'ai avant. Oui. Tout ça, vous l'avez fait? Ah, ok. Oui, c'est quand même. Ok, alors, ça, tu fais tout. Du plan de traitement et de la réhabilitation. Ok. Donc là, ça c'est. Ça, c'est intéressant. Vous avez pas fait? Non. Donc, normalement, on se fait sur le choix des implants, du diamètre des implants par rapport à les diamètres et à la dimension réelle des dents. Et donc là, c'est un peu l'idée. Ça, c'est un schéma fait sur la base des implants Storman, qui sont les implants plus utilisés en Suisse. Ça, c'est un Neuromec, ça, c'est des regular mec, et ça, c'est un Wine. Et là, normalement, on utilise les Neuromec sur les incisives latérales supérieures et sur les incisives inférieures. Les regular mec sur les canines, les centrales supérieures et les prémolaires, et les wine sur les molaires. Oui, là, c'est pendant l'examen clinique qu'on prend la taille éventuellement de la
nacelle libre et on décide quel type d'implant poser. Puis d'après on verra un peu les différences qu'il y a dans la philosophie qui à Genève c'était développée par le professeur Bernard et le professeur Belzer, et ça que normalement les autres font. Donc là, il y a deux types différents, vous savez mieux que moi, d'implants. Les gingivales, qui sont normalement les tissus lèvres des estomacs, et les juxta-osseux, qui sont les bandes levels toujours des estomacs. Aujourd'hui, presque tous les boîtes ils font ça, des sortes de bandes levels, avec un système que c'est plateforme, c'est-à-dire un système où il y a l'école de la partie prothétique qui va rentrer dans l'implant même. Un petit peu d'eau. Ça, vous l'avez déjà fait, j'imagine. C'est bien de rappeler que c'est pas rapidement sur tout ce qui est prothétique. Ça c'est plutôt musical, donc vous l'avez déjà fait, tout ça. Ça, aujourd'hui, avec tous les essais qu'il y a, on fait moins court. Là, c'est un peu l'idée, professeur Bernard, de poser toujours des implants plutôt de diamètre petit et avoir beaucoup plus d'os autour. Donc, si c'est faisable, si c'est possible, beaucoup plus qu'un millimètre. Alors, là, c'est pour évaluer un peu l'espace qu'on a sous la dimension verticale. Ça c'est une des choses que, personnellement, moi, j'ai changé beaucoup dans ma clinique quotidienne. C'est-à-dire, mais ça, c'est aussi en fonction des patients que normalement je vois. Je m'occupe des cas complexes de prothèses et sont des cas toujours des patients avec parafonction, avec gros bruxisme, des patients qui ont une perte d'émission verticale énorme. Puis là, on peut discuter avec le professeur Bernard, on discute de manière animée, on dit, chaque fois, parce que lui me dit que moi je veux remonter les bouches de tout le monde. C'est vrai, mais si j'arrive à le faire, c'est parce qu'il y a besoin de faire ça. Dans le sens qu'il faut s'assurer à regarder ça que les patients ont dans la bouche. C'est pour ça que pour moi c'est très important ça, l'examen clinique. Il faut regarder si le patient a perdu beaucoup de dimensions verticales. Ici, il faut faire ce qu'il faut, c'est-à-dire reconstruire la partie des tissus durs que lui il a perdu. Et là, oui, on peut discuter des mille-choses, surtout sur la base des occlusions que chaque patient a. Mais pour moi, par exemple, un espace comme ça, c'est très petit. Là, on est vraiment limite. D'après, on verra pourquoi. En tout cas, ça c'est considéré l'espace minimal sous les 5 km pour avoir une reconstruction sur les implants. Alors ça, vous le savez déjà, j'imagine que le prof il a fait beaucoup mieux que moi. Ça, même chose, c'est la pose des implants, regardez, précoce, immédiat, blablabla, vous avez déjà fait tout ça. Juste, voilà, ça c'est toujours la même chose, les familles qui soulèvent le modèle. Ici, on va répondre toujours les mêmes choses sur la base des mesures des dents naturelles. La grande différence, c'est que les tissus lèvres qui ont un col implantaire dehors de l'os, là, les profils d'émergence, malheureusement, sont liés à les diamètres de l'implant même. Donc, c'est normalement un profil d'émergence
pas anatomique, pas trop naturel. Tandis que, par contre, sur les bandes avec le système des plateformes switching, on peut avoir des profils d'émergence plutôt naturels, anatomiques. Et ça, on verra d'après, c'est les moyens qui nous permettent de gérer aussi les tissus avec ce type de profil. Alors là, ce sont toujours les mesures. On a dit avant, néonec, regular, white. Et comme j'ai dit avant, là c'est répété un peu les incisives inférieures de la classe, soupe, les centrales caninaires. Donc là, la fonction des espaces, ça c'est classique, c'est la base, ça c'est étudiant. On a cet espace-là, on va mettre 2 regular neck et un neonec sur la molaire pour répéter ça que normalement on a dans la nature. Donc, avec des règles, on va remplacer les 2 prémolaires, avec un white, on va remplacer la molaire. Ça, c'est plutôt la théorie et la philosophie de l'économie à Genève. C'est-à-dire, l'idée des profs, c'était de créer des unités singulières et prémolaires, de manière d'avoir beaucoup d'os autour de chaque emploi. Ça, c'est un peu la même chose. De cette manière, on va remplacer de manière naturelle, on dit la même. Par contre, là, sont des unités prémolaires. Ça, c'est la classique quand on fait un pont sur un plan avec un wide neck et un regular neck qui tiennent les ponts. Si vous voulez prendre des photos, vous me dites que je m'arrête. Ok. Donc là, c'est la philosophie de Genève, créer des unités prémolaires. Puis là, on peut discuter sur faire des unités d'extraction unitaire ou solidariser les trois. Normalement, la plupart des gens ils font ça, ils vont solidariser. Moi, j'ai fait ça. Parce que dernièrement, on a vu que la littérature scientifique aussi, il a nous donné beaucoup de réponses, qu'il n'y a pas de soucis sur l'aspect unitaire. Là, il nous permet d'avoir 2 choses importantes. Avoir comme des dons naturels, passer bien les fils, bien nettoyés, et il nous permet surtout, au niveau d'esthétique gingivale, d'esthétique rose, de faire mieux remonter par rapport à l'anatomie qu'on peut donner à les couronnes, et je vous montrerai après comme je fais. On peut faire remonter la papille entre les dents, surtout si on garde beaucoup d'os. Là, maintenant, il y a beaucoup d'enfants qui, sous le bon level, ils gèrent beaucoup d'os sur l'école. Et donc, normalement, on arrive à faire remonter bien la papille. Alors là, c'est bon, unitaire. Et là, on le trois solidarisés. Puis, ça, c'est un autre concept qui, dans les derniers 7-8 ans, il a commencé à sortir beaucoup sur la littérature scientifique, c'est-à-dire l'extinction médiane. On a vu que ça marche très bien, il va utiliser pour stabiliser tous les points de contact avec la gamme naturelle. Et c'est beaucoup mieux par rapport à les cantilevres qu'on a avec une extension distale. Donc les forces qu'on va développer ici sont beaucoup plus favorables.
et on a la stabilisation par rapport à un pont de contact. Si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter. Hein. Avec C'est-à-dire plaisir. la stabilisation par rapport au point de contact. C'est-à-dire qu'il faut. C'est quoi le plus C'était Le point de contact, il doit être extrêmement serré pour. Juste. contact fort. Limiter, un normal pont de contact, pas faible. D'accord. Pont de contact, correct. Là, normalement, on fait l'essai, non? Avec les papiers d'inclusion. Tout arrive à avoir un pont de contact qui soit correct et qui va à stabiliser et tout. Là, c'est juste un appui, D'accord. de manière qu'il ne bouge pas. D'accord. Il ne doit pas bouger en tout cas. Oui. Alors, sur le sujet un peu controversé, il y a là, le nombre d'implants posés. Je me souviens l'année passée, j'ai vu des cas où on a posé un nombre d'implants majeur des nombres de dents naturels que normalement il a dans la bouche. Donc là, c'est pas exagéré. Comme les posés et la dimension. Donc, de ça et ça, on a déjà discuté. Ça, on va aller voir après. Voilà. Donc, ça, c'est un peu la situation classique. 2 implants pour faire un pont, et là, 2 unités pulmonaires. Et ça, c'est ça qu'on a, les 2 unités pulmonaires. Et normalement, surtout à l'époque, il fusionnait entre les deux. Et là, c'est un pont, toujours fait par des unités pulmonaires, parce que c'est la philosophie de Genève. Pardon? Vous ne faites pas des molaires, des prémolaires. Non. Alors, là, on fait tout. Ça, c'est ça qui est, classiquement, c'était enseigné à Genève, les unités prémolaires, pour avoir moins de charges sur la molaire et donc poser des implants de diamètre plutôt petits que gros et avoir beaucoup d'os autour de l'implant. Donc, avoir une stabilité primaire majeure. Là, ce sont des choix. C'est une philosophie qu'eux ont développée, je crois être en tout cas correcte, dans le sens que là, on est sûr, tranquille, qu'on a beaucoup d'os autour de l'implant. La stabilité de l'implant, c'est bien. Et du moment, par contre, l'implant, c'est tout petit, mettre un gros molaire sur un implant petit, c'est pas trop correct. On peut le faire, mais on va mettre des charges masticatoires énormes. Alors là, ça dépend un peu des patients. Sur un patient bruxiste, moi, j'aime pas trop mettre trop de pression sur des petits implants, parce que je sais déjà que du moment que le bruxisme, au niveau du cerveau, moi, je ne peux rien faire. Je dois le gérer d'autres manières, et si je charge sur un patient qui développe minimum 700 newtons de force en décharge, c'est beaucoup, c'est trop. Alors, l'idée de faire des petites unités, c'est aussi ça. C'est-à-dire on va mettre des formes dentaires plus correctes pour ce type plus petit de diamètre d'implant. Ok. Alors, comme ça va servir à Pierrot en même temps, puis moi, ça va me servir à moi de vérifier quelque chose. Je vais vous rappeler un peu d'historique. Ça n'a pas été un choix. Quand on a commencé à travailler, on était en 1987-1989, il n'existait que un diamètre d'implant. Et il n'existait qu'une série de pièces prothétiques très modestes. Donc tout le monde faisait pareil, on adaptait nos couronnes à ce qui existait comme taille d'implant. Vous savez aujourd'hui que chez tous les fabricants, vous avez différentes tailles d'implants. Le modèle est un peu ce qui est venu de chez Brandmark puis de chez Croisy, où les gens parlaient de plateforme. C'est de là que vient la notion de plateforme switching. Les gens parlaient de plateforme parce qu'ils ont gardé les anciens, les implants qu'ils ont appelés regular platform,
Et puis ils ont fait des implants plus larges, qu'ils ont appelés wide platform, et ils ont fait des implants plus petits, qu'ils ont appelés narrow platform. Et aujourd'hui, vous avez tous l'impression, y compris les moins jeunes, mais pas complètement vieux comme moi, que ces implants ont été faits pour faire des petites dents, des petits implants, des moyennes dents, des moyens implants, et des grandes dents, des grands implants. C'est faux. Les wide, les implants larges, n'ont jamais été conçus pour faire des molaires. Ils ont été conçus parce que sur le système Nobel, qui était des implants à surface non traitée, les gens avaient observé un gros taux d'échec dans les secteurs postérieurs, et en particulier dans les secteurs maxillaires postérieurs, où l'os était peu dense. On n'avait pas beaucoup de hauteur, l'os était peu dense, et donc le choix qui a été fait à l'époque était de faire des implants plus gros, simplement pour améliorer l'ancrage. Et le platform switching est venu de ça, puisque Lazara chez Croisy, ils mettaient des gros implants, mais dessus, ils mettaient des petites pièces pour faire des prémolaires. Alors pourquoi, depuis que les implants molaires sont apparus, un certain nombre de personnes, et moi le premier, on continue à faire des unités prémolaires? Vous avez exactement l'illustration sur cette image. Nos dents sont des structures naturelles asymétriques. Les implants sont des structures industrielles symétriques. Si vous avez une canine ou une prémolaire qui sont asymétriques, leur asymétrie est modeste, et si vous faites un profil d'émergence à partir d'un implant à peu près standard qui fait en gros 4 mm au niveau de la crête et qui va faire 5 mm au niveau de l'émergence, c'est parfait pour une émergence de 7 mm mésodistale qui est la forme d'une prémolaire. Et vous voyez qu'une prémolaire sur un implant, c'est relativement régulier. Les espaces interdentaires sont des espaces de petite taille, c'est toujours plus grand que sur les dents. On laisse toujours plus d'espace avec les implants que ce qu'on laisse avec les dents, et que la transmission des flancs se fait dans l'axe. Dès que vous avez une molaire, le problème n'est pas le problème du diamètre, c'est le problème du fait qu'une molaire n'est jamais circulaire. Une molaire, c'est toujours ovalaire. Et même si vous prenez un gros implant, et il y a des gens maintenant qui ont fait des implants jusqu'à 6 mm, 6 mm et demi, ce qui pose un gros problème pour les poser dans l'os. Quand vous avez fait une molaire, vous avez toujours un surplomb médial et distal. Vous créez toujours une zone qui est difficile d'accès pour le nettoyage. Et vous avez des charges transmises en dehors de l'axe. Ça, c'est peu étudié sur le plan scientifique, mais ce que je peux vous dire, moi, c'est qu'un implant osseo-intégré avec une forme vissée, une bonne surface sur une prémolaire comme ça, j'en ai jamais vu redevenir mobile sans qu'ils aient perdu de l'os. Des wide, y compris sur du Straumann qui a probablement les meilleures surfaces, etc. Des implants larges qui vont bien pendant 4-5 ans et un jour ils bougent et ils partent. J'en ai pas vu des centaines, mais j'en ai vu des dizaines. Donc il est fort probable qu'on a quelque chose là qui n'est pas exactement idéal. C'est la raison pour laquelle, moi je continue à conseiller, dans tous les endroits où on a de l'espace, de faire des unités de petite taille. J'ai jamais vu un patient se plaindre du fait qu'il ait 3 ou 4 prémolaires. Les surfaces occlusales sont plus petites, donc en gros, on enlève moins de charge. Et ma seule indication pour faire des 6, c'est ça. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que comme dans beaucoup de domaines, je suis un dinosaure, et que comme dans beaucoup de domaines, les gens appliquent des recettes et ne réfléchissent pas, les labos veulent des molaires, parce qu'ils aiment refaire comme était la nature, et les jeunes veulent des molaires, parce qu'on leur a dit qu'il fallait faire des molaires. Il n'y a pas de drame. Mais vous voyez très bien sur cette image-là qu'on ne peut pas obtenir la même qualité de résultat avec quelque chose qui est ovalaire sur quelque chose de rond, parce qu'il y aura toujours un décor. Et comme on ne pourra pas faire des implants symétriques, des implants à visser qui est la forme d'une molaire, on aura toujours ces problèmes-là. Donc, le choix venait, on n'a pas eu le choix avant, on a appris à faire des prémolaires, et quand on a eu le choix, les plus anciens, on ne l'applique pas, on ne l'utilise pas, on garde les prémolaires, et puis là, on a 30 ans de recul, on sait de quoi on parle. Donc, pour moi, les seules indications d'une molaire, c'est ça. C'est une 6 unitaire quand vous avez la 5 devant et la 7 derrière, parce que là, vous êtes coincé, vous n'avez pas le choix. Mais c'est les seuls. Hop. Par exemple, on a une molaire, Oui. par exemple, avec un espace légèrement augmenté et une hauteur très augmentée en termes d'espace prothétique, de hauteur prothétique.
Dans ce cas-là, on va tendance à avoir de grosses molaires. On a 2 grosses molaires. Est-ce que ça serait pas mieux de poser deux implants de petit diamètre pour essayer de faire des prémolaires, même si elles sont longues, au moins on a moins de volume et de contrôle sur les implants. Il y a plusieurs façons d'aborder la réponse. Le premier problème, c'est est-ce que ce dont on a peur, c'est un problème d'ancrage osseux. Aujourd'hui, on n'a pas d'argument pour dire ça. On sait aujourd'hui qu'avec les surfaces dont on dispose, il est probable que l'ancrage il va tenir. Il tiendra le diamètre et il tiendra la hauteur. Moi, c'est plutôt un problème de décellement de prothèse par la suite. Alors, ça, c'est un autre problème. Là, je parlais juste de problème ancrage. Je pensais le problème ancrage. Le problème ancrage ne nous fait pas peur. Après, il y a un problème de conception prothétique. Alors là, moi, je ne suis pas compétent. Il faut que vous en parliez entre vous, parce que ça, c'est votre job. Ce que moi, je pense sur ce que Pierrot commence à essayer de mettre en place dans un certain nombre de situations, peut-être que le placement d'un de ces implants distaux et de faire dessus plutôt une couronne de petite taille ou une extension mésiale serait peut-être plus favorable que le gros volume au milieu. Mais il faudra beaucoup de temps pour le dire. Mais ce qui est l'ancrage, en gros, c'est la même chose que ce qu'il vous a montré tout à l'heure avec les extensions. Ça, on l'a appris avec le temps. Tout le monde avait peur des extensions. C'est un faux problème. Les extensions, je peux vous montrer la littérature, 10 ans, 100% de résultats, et qu'elles soient mésiales ou distales, il n'y a aucune différence. Le problème, il est où? Il faut un ancrage correct, donc il faut une bonne surface traitée. 2, il faut une résistance mécanique de l'implant, donc il faut un implant en matériaux, si possible, de résistance correcte, et là, on n'a plus le choix aujourd'hui. C'est soit le Roxolid sera rare, soit il faut passer à des produits qui sont rares, qui sont des grades 4B, c'est-à-dire le Nobel, le Wigo, le nouveau Contact S ou le Champion, parce que tout le reste c'est du grade 5, et le grade 5 aujourd'hui continue à mettre de l'aluminium dans un alliage, c'est pas une bonne chose. Donc il faudrait réfléchir à arrêter les implants en grade 5. Mais si on a un titane résistant avec une bonne surface, l'ancrage va tenir. Après il faut quoi? Que la connexion tienne. Vous ne pouvez pas faire ça sur un hexagonal plat, il faut une connexion conique interne, ça c'est évident. Et le dernier point, c'est la prothèse. Et dans la prothèse, alors là vous allez peut-être vous battre, mais la seule bonne étude qui a été faite dans ce domaine, qui avait été faite par Baker aux États-Unis, ce qu'il disait lui, c'est qu'il préférait sceller. Il trouvait qu'il avait moins de risques mécaniques en scellant qu'avec des structures vissées, parce qu'à l'époque, il revissait les couronnes par-dessus les moignons. Mais comme aujourd'hui, vous ne revissez plus les couronnes au-dessus des moignons, mais que vous vissez tout le bloc, il est probable que ça tient. Qu'est-ce que Non, mais on a déjà discuté hier soir. Toi, c'est un cas où tu as un décalage non, sur la selle libre postérieure de l'os. Oui, exactement. Alors, intégrer, normalement, on fait une greffe osseuse. C'est la proposition qu'on fait aux patients. Donc, après, les problèmes, il y a tout. Mais si tu ne peux pas, pour des raisons n'importe quelles, économiques surtout, alors, moi j'utilise beaucoup, surtout sur les cas où les moyens économiques ne sont pas énormes, ce type des extensions mésiales. Sinon, on peut faire, comme je t'ai expliqué, les parleurs in-power, c'est-à-dire des flanges roses, composites ou céramiques, qui vont compenser facilement. Et il faut faire du transvissé. Moi, personnellement, oui. Je t'ai expliqué, mais après, on va les voir. Parce que c'est le chemin que j'ai pris dehors de l'autoroute. C'est-à-dire qu'on fait ce type d'arachid solution, il marche bien, les résultats sont bons. Ça fait déjà 7 ans que je fais ça, donc j'ai pas mal de follow-up. Okay. Mais on discute après. Ça c'est la même chose. Ça c'est un peu les pauvres.
différence. Là, c'était mis sur la gauche, c'était des wide neck et un regular neck. Et d'après, molaire et molaire. C'est exactement ça. C'est ça que le professeur Bernard il a vous expliqué maintenant. Donc ça fait plus joli au niveau esthétique, mais les raisons pour lesquelles il a utilisé le prémolaire, mieux que lui, je ne peux pas l'expliquer. C'est eux qui l'ont fait. Donc, alors, voilà. Voilà, donc le principe c'est ça. C'est qu'on préfère dans un espace libre faire ça, qui a un gros avantage parce que vous jouez sur la taille, et vous voyez que les profils d'émergence sont extrêmement réguliers. C'est pas fréquent de faire une prémolaire sur un implant. Dès que vous faites une molaire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, je pense que c'est un truc qu'il faut accepter. L'utilisation de dispositifs prothétiques pour remplacer les organes ne doivent pas copier les organes. Il faut avoir un cahier des charges de copier la fonction. Tant que les gens ont voulu copier des valves cardiaques pour remplacer des valves, ils n'ont jamais réussi. Le jour où Starr a foutu une bille dans une cage, il a réglé le problème. Donc l'idée, c'est un cahier des charges. Et vouloir recopier l'organe qu'on remplace quand on utilise un système prothétique n'est pas forcément la meilleure chose. Ce qui compte, c'est d'établir qu'est-ce qu'on veut sur le plan fonctionnel et quelle est la forme de l'élément artificiel. L'élément artificiel, il n'est pas obligatoirement prévu qu'il soit comme l'organe d'origine. Et dans les implants, c'est évident, puisqu'on fait avec des implants des choses qu'on ne sait pas faire avec les dents. Et il y a des choses avec les implants qu'on ne peut pas faire alors qu'on peut le faire avec les dents. Donc il faut s'adapter à quelque chose de différent. Oui, les images que je vous montrais au début, c'était un peu les classiques tirés par les cours à l'UNI, qui pour des ailes données. Oui, moi je suis plutôt d'accord avec l'idée de laisser de l'os autour des implants. Okay. Là, c'est toujours deux implants. C'est pas jeune ça. Non, pas du tout. Vous êtes repassé à la radio? Vous vous souvenez? Ouais. C'est pas les plus vieux des plus vieux, mais c'est l'époque où il n'y avait pas encore les techniques standardisées de prise d'empreinte, et les gens retouchaient leurs pièces prothétiques comme si c'était des piliers naturels. Oui, Il y a des gens qui retouchaient le bord, oui. et ils mettaient un fil de rétraction, Oui. et ils prenaient une empreinte conventionnelle. Et là, surtout. Voilà. Et ça, c'est ça. C'est l'idée, plein de petites prémolaires au lieu de faire des molaires. Je n'ai jamais vu un patient manifester le fait qu'il n'avait pas la même dent. Jamais. Non, mais les patients qui n'arrivent pas à comprendre la différence, hein, la plupart des fois. Il y a quelqu'un qui est très sensible, mais normalement, éventuellement, on discutera d'après. Je dis toujours d'après, on aura du moins de choses à discuter. Alors, les patients qui arrivent, normalement, tu lui demandes comment ça va, lui te dit bien. Pourquoi il te dit bien? Parce qu'il n'a pas de douleur. Bon. Et les patients sont adaptés à la situation. Comme nous, on s'adapte à la situation de la vie mauvaise, eux, ils s'adaptent à des situations en bouche. Ça ne veut pas dire que ça va bien. Ce sont des patients adaptés, ils n'ont pas de douleur, et donc ils disent que ça va bien. Mais ce n'est pas trop bien du point de vue dentaire. Là, c'est la même chose. Les patients n'arrivent pas à dire ça, c'est un prémolaire ou c'est un molaire. Il dit j'ai des jolies dents, le dentiste il a bien travaillé, c'est sympa, esthétiquement c'est agréable, bon trop. Puis, si là, plutôt qu'en forme molaire, il y a deux prémolaires, là tout au fond, derrière, en position 36 ou 37, c'est difficile que les patients, au moins qu'il soit vraiment quelqu'un à côté, pas seulement de la profession, à côté des choses esthétiques, qui va bouger beaucoup, et qui va jouer beaucoup sur l'internet et connaît tout, mais c'est dur. Okay. Là, ce sont tous des unités prémolaires. Quand tu as le choix, est-ce que tu poses 2 implants et 3 prémolaires ou 3 implants et prémolaires? Tu travailles en unitaire ou en
unitaire. Si je peux, oui. Oui, alors, si je peux, je fais ça. Mais honnête, c'est difficile. Alors nous, si on peut, on ne fait jamais ça. Non, mais c'est difficile de faire pour plusieurs raisons. Premier, pour l'os, et deuxième, économique, ou les deux ensemble. Donc, oui, on a anticipé, on ne fait jamais ça. Oui. Et ça, c'était de l'époque. Ok. Non, mais c'est important pour vous de comprendre. Moi, ce que je fais, je vous le montre d'après. Alors, ça, c'est des choses classiques. D'après, je vous montre ça que je fais. Non, mais Pierrot, c'est important pour eux qui n'ont pas l'historique de ne pas donner des choses comme ça, mais de donner des raisons. D'où vient tout ça? Tout ça vient du fait que toute l'implantologie et toutes les règles ont été construites autour du système Doppler, du système RAM. Donc les caractéristiques étaient doubles et qui n'existent plus aujourd'hui dans aucun système. C'était des implants en surface de titane non traitée, dont on sait que l'ancrage est très différent. Et deux, la connexion entre la partie prothétique et la partie implantaire était une connexion à plat avec un hexagone externe. Et ces connexions n'ont pas de résistance mécanique importante. Donc sur ces systèmes-là, parce qu'ils avaient peur de l'ancrage et parce qu'ils avaient peur de leur connexion, ils demandaient un implant par dent, mais ils demandaient en plus, qu'on ne faisait pas là, de les réunir. Et de les décaler dans l'axe, c'était que pour de la résistance mécanique. Le concurrent de l'époque, c'est ce que vous voyez là, c'est ce qui a été développé autour de Straumann, qui avait une opposition complète, les surfaces étaient traitées, et la connexion était une connexion conique interne. Et on s'est très rapidement rendu compte que les règles qui étaient prévues pour l'autre et qui étaient nécessaires pour l'autre n'étaient pas nécessaires là. Et ça fait au moins la première conférence de consensus de la ITI, elle doit avoir plus de 20 ans, où on a bien démontré qu'il n'était pas nécessaire, comme c'était écrit partout, de mettre un implant par structure prothétique. Donc on sait aujourd'hui qu'on n'en a pas besoin. Donc, à partir du moment où on n'en a pas besoin, si on met moins d'implants, et il faut que vous compreniez une chose, aujourd'hui pour un maxillaire ou une mandibule complète, on considère que 4 implants sont suffisants. Donc vous voyez qu'on n'a pas besoin de 1 implant par couronne. Par sécurité, on met plutôt 6, et puis quand on veut faire du un peu bien sur le plan prothétique, au niveau maxillaire, on met plutôt 8. Mais c'est des raisons qui sont des raisons plutôt prothétiques. En termes d'ancrage osseux, 4 implants tiennent une arcade complète. Donc on n'a pas besoin de autant d'implants que ça, et c'est vrai que ce qu'on a fait, c'est une évolution progressive. Ça, c'est des cas très anciens, et petit à petit, on a arrêté de faire ça. Pour des raisons essentiellement économiques. Alors, il y a des problèmes, par exemple, en France, ils sont obligés de faire ça. Parce que la Sécu paye pour ça. Elle paye pour les couronnes. Si c'est deux couronnes réunies, ils ne payent plus. Mais en termes purement biologiques, en termes purement médicaux, on n'a pas besoin de ça. Pour répondre à ta question, moi je ne fais pas ça, je vais mettre un implant, extension musicale. En extension. Donc tu mets 2 implants distaux avec une Voilà, extension. mieux qu'on met. Ça dépend, là, alors, ça dépend des cas à cas. Alors, Si tu te montres 4, 5, 6, tu mets un implant en 6, un implant en 5 et tu fais une extension mésiale en 4. oui, D'accord. Tu préfères ça à mettre 4 à mettre 1. Alors, on a vu que l'extension mésiale, ça marche mieux que les pompes sur l'implant. D'accord. Ça, on a fait il y a 4 ans une révision de la littérature, la révision du PAPES, quand il échangeait les chefs, et c'était parti Bézère et Yana et Arrivé. Et on avait fait une discussion sur ça parce que ça commençait à ce temps à avoir beaucoup de littérature scientifique et on avait commencé à faire beaucoup d'extensions mésiales et on a vu que toute la littérature disait l'extension mésiale par rapport à l'éponge sur 2 classiques, sur les 2 piliers, il marche mieux. Mais dans le il marche mieux, c'est quoi le critère?
il est plus solide au niveau distal, où les charges sur les molaires sont majeures, et il va retrouver la stabilité sur le pont de contact avec le pont de molaire. Parce que mieux, je ne sais pas ce que c'est. Moi. Mieux, je ne sais pas ce que c'est. Ce qu'on a aujourd'hui de solide dans la littérature, c'est qu'on ne voit pas de différence avec les extensions. Mais vous avez trois façons d'évaluer. C'est du résultat pur et dur, et là on ne verra pas de différence, ça j'en suis certain, ni mieux ni moins bien. C'est du niveau osseux sur les implants. Il n'y a pas eu beaucoup d'études de fait, donc faire une revue là-dessus, pas. Et 3, c'est de la prothèse pure et dure. Est-ce qu'on casse mieux, moins les éléments? Ça je ne sais pas. En tout cas, Mais en termes de résultats, tout de succès. Ça, je suis sûr que ce n'est pas possible de le démontrer. Parce qu'avec les taux de succès qu'on a sur le général aujourd'hui, pour montrer une différence, on ne peut pas le faire. Donc la deuxième chose, c'est du niveau osseux. Ça peut être le cas. Je n'ai pas vu passer les papiers. Et le 3, ce serait de la solidité prothétique, j'en sais rien. De dire que ça protégerait les couronnes, ou je ne sais pas. C'est ce qu'on nous a raconté quand on voulait faire des éléments amortisseurs sur les implants. Ça n'a jamais été montré non plus. en tout cas, Donc, pour nous, c'était important de savoir si on pouvait faire des extensions, par exemple, pas un cas comme ça. Les cas, il manque un 5 et un 6 et un 7. On va mettre un implant dans la position 6, on fait une extension 5, et c'est suffisant comme type d'occlusion arriver au premier molaire. Et là, on peut gagner pour des raisons plutôt économiques, vu qu'aujourd'hui, de plus en plus, surtout en Europe, la zone a moins de moyens pour gérer beaucoup de choses. Donc, le but pour nous, c'était ça. non, mais le non-différence, ça on le sait depuis 15 ans. Mais le avantage, ça j'ai jamais vu. Le non-différence, oui. Moi, je vous dis ça qu'on a... Non, mais il est où le papier? Il est où le papier? Elle est où la preuve? L'évidence basse, il faut la preuve, elle est où? Sur quels articles ça a été fondé? Moi, j'ai jamais vu. Hein. Et je ne sais pas sur quels critères. On ne peut pas dire mieux. Mieux, c'est qu'est-ce qui est mieux? On a moins d'échecs d'implants, on a plus d'os, ou on a moins de problèmes prothétiques. En tout cas, aussi, Linda avait publié un travail avec professeur Brazza. Excuse-moi. Et quand tu as ça, est-ce que tu ferais, par exemple, 2 couronnes sur un implant avec une extension mésiale et un implant en unitaire, ou tu fais 3 couronnes solidarisées sur 2 implants? Et qu'est-ce qui est mieux? De faire 3 sur 2 implants ou de faire un unitaire et 2 sur un implant, mécaniquement et sur le plan prothétique? Alors, là, on fait toujours la même question. Donc, pour des raisons économiques, on a vu que du moment que les extensions mésiales sont européennes, on va mettre un implant seulement et l'extension mésiale. Okay. Par exemple, c'est la même chose. Je pose 3 implants, 4, 5, et j'ai besoin d'une 4, d'une 5 et d'une 6. 3 petites dents. Je mets 5, 6 et je mets 2 couronnes sur le 5 et une couronne sur le 6, ou je mets 3 couronnes avec la même chose mais liées. Tu parles de 3 implants? Non. Je mets 2 implants. 2 implants. J'ai besoin 4, 5, 6. Okay. Économique, c'est la même chose. Mais pour eux, parce que moi je comprends rien à la prothèse, est-ce que je mets 3 couronnes liées ou je mets une couronne plus mésiale? On va passer la radio avant, il y avait les 3 couronnes. On va voir si c'est cet exemple-là. Oui, c'est cet exemple-là. C'est la voilà, même chose. alors sur cet exemple-là, qu'est-ce que tu demandes? Est-ce que il n'y a pas ça. Je la pas ça. Il n'y a pas les 4. Il n'y a pas les 4. Okay. Non. Est-ce que je mets la 6 en unitaire plus la 5 avec extension mésiale sur 4? Allier les deux, extension mésiale. D'accord. Je vais allier les deux, extension mésiale. D'accord. Non, Voilà. il y a les deux. Donc, juste pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure,
un des avantages de ce que présente Pierrot, mais là ça ne change pas les résultats, mais c'est un avantage. Techniquement, chirurgicalement, c'est toujours plus facile de mettre les deux implants distaux et pas le mésial, parce que le mésial, c'est toujours celui qui va être proche de la racine, c'est toujours celui où souvent il y a un peu moins d'os qu'ailleurs, etc. Donc nous, on l'a fait souvent parce que c'était plus facile techniquement. Donc on se mettait derrière et on faisait l'extension mésiale. Et ça, on a observé qu'il n'y avait pas de différence. Si c'est un mieux, tant mieux. Mais je voulais juste vous faire remarquer quelque chose. Ça, c'est des conseils qui sont venus, 3 implants, 3 couronnes, qui venaient du système Nobel. Et le système Nobel, il demandait de les solidariser. Et aujourd'hui, ça on sait, parce que ça on a des éléments pour le montrer, que quand vous avez des implants comme ça, s'ils sont unitaires non solidarisés, on a une meilleure stabilité de l'os au niveau crestal. Donc en gros, aujourd'hui, si vous voulez avoir plus d'os, une meilleure stabilité osseuse, il faut mettre des implants plus petits et plus courts et pas les solidariser. C'est-à-dire que d'avoir des trop gros implants peu sollicités n'est pas favorable pour le maintien de l'os crestal. Donc il faut faire ce dont on avait peur. On avait peur de mettre des petits implants et d'avoir des grandes couronnes. On avait peur de mettre des petits implants et de ne pas les solidariser. Aujourd'hui, si vous avez un mauvais rapport couronne-implant et si vos couronnes ne sont pas solidarisées, le niveau osseux, alors ça c'est du niveau osseux comme critère, le maintien du niveau osseux est meilleur. Donc ça veut dire qu'on est obligé de réfléchir. Alors ça ne change pas complètement. C'est pour ça que je dis, quand on dit c'est mieux, on sait que le niveau osseux est meilleur, mais ça ne change pas les résultats, ça ne modifie pas les taux de succès. Donc c'est pour ça, ça veut dire quand on dit c'est mieux, c'est moins bien, c'est quel critère on regarde. Donc techniquement c'est plus facile, et en termes d'os, c'est mieux d'avoir moins d'implants, plus de contraintes mécaniques, et de ne pas les solidariser.